Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle transmission des Prosmonautes. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Vous l'avez peut-être vu, mais cette semaine, on a passé le cap des 1000 abonnés sur YouTube et on a passé le cap aussi des 2000 abonnés sur l'ensemble des réseaux. Donc, merci à tous pour votre soutien et pour votre fidélité. Et aujourd'hui, je reçois Jérôme. Bonjour Jérôme, comment ça va? Ouais, bonjour Julien, bonjour à tous. Ça va super bien, merci. Toi, tu nous parles en direct donc de Londres, si je dis C'est pas de ça. bêtises, et c'est pour ça qu'on est en distance, en visio. Ce que je te propose, Jérôme, pour démarrer, c'est de te présenter Ouais. rapidement. Et puis tu me diras si j'ai bien fait mes devoirs, si je me suis bien renseigné ou s'il y a des erreurs. Alors, Alors, donc toi, tu t'appelles Jérôme O'Haraud, tu es originaire de l'île de la Réunion et tu as grandi avec une discipline qui te quittera jamais vraiment, qui sont les arts martiaux, que tu pratiques depuis l'âge de 6 ans. Et c'est une forme de rigueur du corps qui va progressivement devenir une forme de rigueur mentale, une rigueur du cerveau. Tu as fait donc des études, tu passes en classe préparatoire et ensuite tu arrives à l'université de Sherbrooke au Canada. Tu t'installes ensuite au Japon avant de poser tes valises à Londres, là où tu es actuellement et où tu as suivi ta femme il y a une douzaine d'années depuis Paris. Tu as commencé à enseigner en école de commerce sur un sujet qui était encore émergent à l'époque et puis qui est encore parfois, dont tout le monde ne sait pas exactement de quoi on parle, ce sont les soft skills, qui est un vaste sujet, qui sont des compétences comportementales que tout le monde possède dans différentes mesures, mais qu'on ne sait pas toujours bien identifier et on ne sait pas trop comment les développer non plus. Tu coécriras aussi d'ailleurs en 2014 un livre qui s'appelle Le Réflexe Soft Skills, qui est paru chez Duno. C'est un ouvrage qui est devenu une référence dans le domaine. Je me suis noté deux tournants aussi dans ta vie sur lesquels on reviendra. Une première qui est la rencontre avec Nicolas Lisiac, qui était formateur en lecture rapide et qui a été médaillé de bronze en championnat du monde 2017, ce qui t'a poussé à avancer, à te dépasser aussi sur ce sujet. Et Tony Buzan, qui est l'inventeur entre guillemets du concept du mind mapping, et où là tu vas basculer encore un peu plus dans ces sports du cerveau. Et d'ailleurs en décembre 2018 à Guangzhou en Chine, tu décrocheras la médaille d'or au championnat du monde de mind mapping. Aujourd'hui, tu es conférencier, tu as fait plus de 100 interventions en entreprise, tu es auteur de plusieurs ouvrages de référence, tu es formateur certifié, co-organisateur des championnats de France et du monde de lecture rapide et de mind mapping. Et tu as aussi créé une méthode dont on a parlé la dernière fois, qui s'appelle NeoBoost, et dont on reviendra un petit peu. C'est intéressant parce que ça a été validé par des neuroscientifiques et qui permet de doubler la vitesse de lecture. Voilà, et on rentrera aussi un peu dans ce détail-là, je le précise parce que ça me paraissait important, mais j'ai compris que c'était une technique qui était efficace pour les gens qui ont du mal à gérer leur stress ou à gérer leurs angoisses, à pouvoir aussi, à travers cette technique-là, mieux les appréhender. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette intro? C'était assez complet? ouais, c'est bien complet. Merci beaucoup. Je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est des trucs qu'on retrouve pas forcément sur Internet, mais en effet, bah, je suis passionné de rando aussi, bah, quand on vient de La Réunion, je pense qu'on est un peu dedans, et de voyage et j'aime beaucoup apprendre les langues aussi, ce qui était pas du tout le cas quand j'étais, en train de faire mes études. Mais depuis quelques années, en ayant aussi cette vie internationale, je me suis pris au jeu et je vois aussi tous les bénéfices aussi en termes d'entraînement de l'esprit, d'entraînement du cerveau également. Avant de rentrer un peu plus en détail, je t'ai prévu une question clé qui est une question dont on n'a pas évoqué parce que je t'ai partagé certaines grandes lignes, mais celle-là, c'est pour capturer un peu de spontanéité aussi dans l'échange. Je voulais savoir, toi qui es dans ce domaine-là, et pour tous ceux qui nous écoutent, comment est-ce que tu définirais ce concept de soft skills? Et pour toi, c'est quoi les applications ou les traductions concrètes qu'on peut avoir dans sa vie professionnelle en mettant en application ces soft skills-là? Mmh. Alors les soft skills, ce sont des compétences non techniques. C'est-à-dire qu'on a pendant très longtemps, surtout en France, un pays d'ingénieurs, valoriser les compétences comme quelque chose qui était de technique, lié à un métier, lié à un outil, lié à une industrie, et que le reste c'était de l'ordre du savoir-être, de la personnalité, que c'était quelque chose d'inné, que les gens l'avaient ou l'avaient pas. Alors qu'en fait, on se rend compte que aujourd'hui, que ce sont réellement des compétences. Moi, j'appelle ça aussi des compétences comportementales. Donc, ce Ok. sont des compétences qui vont nous aider à réaliser notre métier, à relever des défis et finalement à sublimer
exprimer nos hard skills qui sont des fameuses compétences techniques. Donc les soft skills, c'est ça, c'est à la fois des compétences pour moi, pour gérer mon stress, pour être plus performant, plus concentré, plus motivé, mieux organisé, gérer mon temps, etc. Mais aussi des compétences pour avec les autres. Donc Mmh. l'intelligence collective, l'écoute, l'empathie, la communication. Donc finalement, ce sont toutes ces compétences-là qui sont réellement des compétences que l'on peut développer, qui, à la fois nous aident à bien exercer notre métier, mais qui nous aident aussi à mieux faire face aux défis que nous faisons face aujourd'hui dans ce monde, challengeant, changeant. On parle d'intelligence artificielle, qui accélère l'obsolescence des compétences, mais des compétences techniques. Parce que c'est jusqu'à maintenant des compétences techniques que l'on va principalement déléguer à l'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce qui nous reste en tant qu'humain? Bah, pour l'instant, bah, c'est principalement les soft skills qui vont nous aider justement à y faire face. Voilà en gros, une courte, condensée réponse à ta question. OK, et donc concrètement, donc tu parlais quoi? De l'écoute, c'est de l'écoute, c'est de l'apprentissage, c'est, pour mettre deux trois mots sur deux trois soft skills? En termes Ouais. d'exemples, les plus courants, ça va être par exemple la créativité, Mmh. la résolution de problèmes, la gestion des émotions, l'intelligence relationnelle. Donc ce sont toutes ces compétences que nous pouvons activer consciemment, mais que généralement on fait inconsciemment. Et donc c'est ça le Ouais. travail en fait, c'est comment conscientiser ces compétences-là et comment les développer, par la suite. Mais oui, on va dire que s'il y a 2 catégories de compétences pour soi, et aussi pour les autres, bah, pour soi ça va être, créativité, motivation, gestion du temps, heu gestion des émotions, gestion du stress, par exemple, il n'y a pas que ça. Et pour les autres, ça va être tout ce qui est de l'ordre de la communication, écoute, empathie, intelligence relationnelle, et cetera. Et est-ce que ces soft skills-là, c'est de l'inné, c'est de l'acquis? Est-ce que si on n'a pas du tout, par exemple, de créativité, quelqu'un qui dit: «Je sais pas dessiner, je suis nul au dessin», est-ce qu'on peut apprendre et faire naître un soft skills ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une base qu'on développe après? Pour moi, c'est les 2. C'est à la fois inné et acquis. Mmh. Alors inné, pourquoi? Parce que je pars du principe que tout le monde a des soft skills. Personne n'a pas de créativité. Ouais. Tout le monde a une forme de créativité, peut-être pas développée de la même manière, peut-être pas développée avec la même intensité, mais on a tous cette base, en fait, qui est souvent inexploitée, qui est souvent non conscientisée. Donc la première étape, c'est déjà de prendre conscience qu'il y a au moins une graine qui existe déjà. Et une fois Mmh. qu'on a pris conscience de cela, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir la développer? Je prends une autre analogie, l'analogie des muscles dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Souvent en conférence, je pose la question: «Qui parmi vous dans la salle pense, ne pas avoir les mêmes muscles qu'Arnold Schwarzenegger quand il était Mister Universe?» Il y a toujours, on va dire 25 à 40 des personnes qui lèvent le bras. Je dis: «Bah, pourtant pour lever le bras, vous avez utilisé le deltoïde, vous avez utilisé peut-être le triceps, le biceps, et cetera». Des muscles que vous avez et que Arnold Schwarzenegger a aussi. Donc on a Mmh. les mêmes muscles, mais pas développés pareil. Et pour moi, c'est ça OK. la clé des soft skills, c'est quels sont les muscles peut-être que j'ai plus développés, sur lesquels je peux me reposer, donc mes forces, quels sont ceux que je n'ai pas encore bien développés et pour lesquels, bah, je peux créer un programme d'entraînement pour pouvoir ensuite les développer petit à petit. OK. OK, d'accord, hyper intéressant. Donc, si toi qui nous écoutes, ne pense pas du coup que tu n'en as pas du tout, mais c'est plutôt de les identifier, ceux qui pourraient te servir et que tu aimerais développer et après de pouvoir, avec, toi Jérôme ou avec, d'autres méthodes aussi, de pouvoir les développer petit à petit. Merci pour ce premier point sur les soft skills et le deuxième sujet que j'aimerais aussi clarifier, parce qu'on va beaucoup en parler, pour toi, si on se met dans la tête de quelqu'un qui a jamais touché une carte mentale de sa vie, qui voit pas du tout ce que c'est, en quelques mots, qu'est-ce que c'est le mind mapping, la carte mentale? Et en quoi c'est différent voilà, d'une to-do list que je pourrais faire ou d'un tableau Excel pour m'organiser? Le mind mapping, comme tu le disais, c'est un outil de pensée visuelle qui a été créé par Mmh. Tony Buzan dans les années 70. À l'époque, il parlait, alors c'est vrai que ça a été décrié depuis, déconstruit, mais à l'époque, il disait que c'était une méthode pour synchroniser les deux hémisphères du cerveau, à la fois le cerveau gauche qui est plus rationnel, structuré, logique, et le Mmh. cerveau droit qui est plus créatif, émotionnel, et que cette méthode permet d'allier les deux. Et en fait, on se rend compte qu'en faisant le mind mapping,
En effet, on va utiliser à la fois, alors je mentionner de nouvelles soft skills, à la fois Ok, l'esprit de synthèse, on va, travailler sur, la structuration des idées, les liens logiques, mais aussi la créativité également, parce que, bah, c'est un outil de pensée visuelle. Et concrètement, à quoi ça ressemble? Donc on a toujours une image centrale. J'avais même un exemple pour montrer en fait. Tu parlais du championnat du monde de Guangzhou. Alors j'ai pas ouais, pu garder la carte parce qu'en fait les cartes elles restent au championnat, mais j'ai pu prendre une photo que j'ai publiée dans un de mes livres, dans celui-là avec Yannick Alain. Et donc là on voit un exemple de carte. Donc il y a aussi mon côté geek. Oui, j'aime les super-héros, etc. Même si un peu moins aujourd'hui depuis que Marvel est passé du côté de Disney. Bref. ouais. Euh, Vaste donc débat. voilà, de toute façon, là, c'est du DC Comics avec Superman. Donc, on commence toujours avec une image centrale qui est un peu le grand titre de notre sujet. Et Mhm. après, on va avoir un système de ramification en partant du centre vers l'extérieur pour aller dans des niveaux de détails supplémentaires. Donc, on a des branches, en fait, sur lesquelles on va poser des mots-clés. Et ce qui était important pour Tony Buzan, c'était un mot par branche. Donc, il n'y a pas de phrase. Il y a D'accord. uniquement des mots-clés, uniquement des couleurs qu'on on voit pas ici parce que c'est imprimé en noir et blanc, et aussi des pictogrammes, donc des petits dessins, des petites illustrations qui permettent d'augmenter l'information de manière visuelle. Et donc, le mind mapping, c'est ça, c'est une manière visuelle de structurer l'information partant du centre vers l'extérieur par ramification et de manière radiante. Et donc non linéaire. Et donc, c'est en ça que c'est différent d'une to-do list. To-do list, c'est très linéaire, début à la fin, ou tableau Excel, c'est très linéaire. On peut prendre la carte de n'importe où, soit du milieu, soit d'un côté, et ça permet d'avoir une vision d'ensemble et de voir aussi le système avec des connexions entre elles, et pas juste, un ordre en particulier. Et comment tu vois, si on prend l'exemple, par exemple, qui est un exemple concret, quelqu'un qui a une idée de projet, Mmh. qui veut se reconvertir, veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui a une idée de side business, par exemple. Beaucoup d'idées, tout est un peu flou, il sait pas exactement comment se diriger, comment s'organiser, etc. C'est quoi donc la première étape? Je dis, c'est de poser une première idée au centre et après, comment tu fais concrètement pour déterminer quelle branche traite de quel sujet? Alors quand j'accompagne des personnes qui ont jamais fait de carte mentale, la Mmh. première chose, j'ai dit de pas commencer à faire une carte mentale. La première chose, je dirais, c'est de commencer à muscler, parce que bon, bah, je fais toujours le lien avec les soft skills, de OK. muscler déjà son esprit synthétique. Donc la première étape, selon moi, c'est déjà de penser en mots-clés et de ne pas chercher à faire des phrases, des longs textes, etc. Donc déjà, pour une personne qui a un projet de reconversion, par exemple, ça va être sous forme de mots-clés, alors pas forcément sous forme de mind map dans un premier temps, Mmh. de mettre, par exemple, 3, 4 catégories de mots-clés. Une première catégorie de mots-clés de ce que je ne veux plus dans ma OK. carrière. Deuxième catégorie, ce que je veux de nouveau. Troisième catégorie, ce qui est non négociable pour moi, par exemple. Et quatrième catégorie, les bonus, les trucs qui me feraient kiffer, etc. Et après, bah, dans ces catégories-là, de commencer à mettre des mots-clés sans mettre de phrase. Une fois qu'on a fait cette étape-là, ensuite, on va pouvoir prendre une feuille, mettre au format paysage, au milieu, mettre par exemple le titre du job de rêve que l'on aimerait avoir. Première branche, la première catégorie, deuxième branche, deuxième catégorie, troisième branche, troisième catégorie, quatrième branche, quatrième catégorie. Un seul mot-clé par branche, et là on commence la ramification. Mais je pense que c'est important d'abord de passer par une étape de brainstorming où on met uniquement les mots-clés pour ensuite restructurer tout ça sous forme de carte mentale. Très clair et en fait, si je comprends bien, donc quand tu fais cette carte mentale-là, en fait, après, tu peux développer. L'idée, c'est d'aller creuser chaque notion. On parlait d'une catégorie, donc on va avoir quelques mots-clés par catégorie sur les non négociables, par exemple. Mmh. Et ensuite, pour chaque, on va pouvoir retirer une ramification supplémentaire pour aller plus loin. Et est-ce que c'est en ça qu'on va pouvoir passer d'une idée à un plan d'action, à quelque chose où on va se dire, OK, maintenant que j'ai l'idée, je passe à l'exécution ou non, c'est vraiment deux choses différentes? En fait, la carte mentale est un outil, donc ça dépend de son usage, donc et de l'intention de départ. Si mon intention de départ de la carte mentale, c'est je veux faire une carte mentale qui me donne une carte d'action à poser,
Alors oui, je vais pouvoir créer la carte dans ce sens-là, en me disant: «OK, bon, bah, voilà, OK. j'ai 4 catégories d'actions» et à la fin de ma ramification, si par exemple on parle de niveau, le premier Mmh. niveau, c'est les branches qui sont directement reliées à l'image centrale. Donc par exemple, si je reprends mon l'exemple que j'ai perdu, alors sinon je vais prendre un autre exemple. Ah bah, j'ai perdu mon exemple. Donc les branches qui sont connectées à l'image centrale directement, c'est ce qu'on appelle des branches de premier niveau. Ensuite, OK. les branches de deuxième niveau, bah, c'est quand on a des branches après les premiers niveaux, bah, qui continuent et on peut aller comme ça jusqu'à 3 ou 4 niveaux. Au-delà de 4 niveaux, ça fait beaucoup, ça fait un peu comme Inception, où on se perd dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve. Moi, je Ouais. dirais de s'arrêter, surtout si on démarre à 3 niveaux. Par exemple, si mon objectif, c'est de poser des actions, c'est que quand j'arrive, c'est que les branches de niveau 3 sont des actions que je vais poser. Donc oui, ça peut être ça, par exemple. Sinon, ça peut être tout simplement, je fais une carte juste pour vider ma tête, pour avoir plus de clarté sur ce que je veux et ensuite, dans un deuxième temps, en fonction de ce que j'ai vu, quelles sont les actions que j'ai posées. Là, je peux le faire sous forme de to-do list, par exemple. C'est pas D'accord. qu'on est on a l'outil du mind mapping qu'on va tout faire en mind map. C'est un outil parmi d'autres qui va s'inscrire dans un schéma d'organisation, mais ça Exactement. se suffit pas. Ça complète d'autres pratiques. Par exemple, bah, le mind mapping en termes d'usage, pour moi, ça va être soit de clarifier une idée. Donc, l'exemple Mmh. que tu as pris, voilà, je suis perdu. Qu'est-ce que je peux faire pour m'y retrouver? Je brainstorm sous forme de mind map. Ça peut être pour apprendre, parce que à l'origine, c'était un outil de mémorisation pour apprendre plus efficacement. Donc, une synthèse, une note de synthèse, par exemple, bah, des personnes qui veulent s'exercer pour faire une mind map de cet échange que l'on a tous les deux. Donc ça, ce serait un usage pour apprendre. Ça peut être pour prendre une décision, pour préparer une présentation, mais pas comme support de présentation. J'avais déjà fait des mind maps comme support de présentation, mais c'est pas forcément adapté parce que la carte mentale ou la mind map est une représentation de ce qui se passe dans notre tête. Donc si on montre brut à quelqu'un ce qui se passe dans notre tête, bah, ça va pas forcément parler à tout le monde. Oui, il Par comprend pas, exemple, ouais. en termes de présentation, ce que je fais, c'est que je fais ma carte pour préparer une conférence. Mmh. Je m'entraîne à partir de cette carte, je fais mon PowerPoint et à la fin de mon PowerPoint, je mets la carte. Et là, ça a du sens parce que tout le monde a été Mmh. emporté dans ma démonstration et à la fin, on a la synthèse. Oui, c'est d'accord, OK, je comprends, ouais, tu traduis visuellement ce que tu as dans la tête et la présentation avant te permet d'expliquer comment ces ramifications fonctionnent pour toi. Ouais. Et j'anticipe peut-être une pratique que pourraient avoir certaines personnes en nous écoutant et que moi j'ai pu avoir aussi par curiosité en regardant un petit peu. On est à l'ère de l'IA aujourd'hui. Et petite anecdote, juste avant ça, je lisais hier justement un résumé d'études que j'ai vu passer sur Internet et en fait qui montrait que une des raisons, un des facteurs aussi qui aidait beaucoup à la mémorisation et au vieillissement sans démence, sans Alzheimer, sans problématique de mémoire, etc. C'était aussi ils avaient constaté que des personnes qui écrivaient beaucoup tout au long de leur vie à la main, continuer d'écrire à la main, aidait aussi ça parce que ça aidait à créer des connexions neuronales dans le cerveau, ce que tu n'as plus quand tu tapes au clavier puisque c'est mécanique et automatique. Donc, notamment pour l'apprentissage, si je crois que mes profs à l'école, en école de commerce aussi, nous disaient, ben, pensez aussi à écrire un peu à la main parce que pour la mémorisation et l'apprentissage, c'est mieux. Pour le mind, les cartes mentales, j'ai vu qu'il existait maintenant des applications ou des sites qui te proposaient de faire du mind mapping avec IA. Donc, de dire, tu poses ton idée clé et puis après, ça te propose des ramifications. Toi qui es un peu dedans, je sais pas si tu as déjà testé, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est bien de le faire que par soi-même? Est-ce que c'est bien de s'aider de l'IA aussi pour aller plus loin? J'ai testé. Mmh. C'est vrai que c'est bluffant. Bah, de toute façon, je pense qu'il y a de plus en plus d'outils qui sont justement bluffants, dans ce sens-là. En revanche, je trouve que ça casse tous les bénéfices que l'on pourrait avoir sur le mind mapping. Pour moi, déjà, le mind mapping, le plus important, surtout quand j'ai fait de la compétition, que maintenant j'accompagne des compétiteurs, c'est avant d'être un résultat, c'est-à-dire, bah, quel est le résultat que j'ai retrouvé ma carte. Avant d'obtenir un résultat comme ça, le plus important, c'est pas le résultat. Le plus important, c'est la pratique. Parce que, pour moi, ce qui a eu le plus d'effet bénéfique avec cet outil, ça n'a pas été de pouvoir faire des cartes, ça a été d'entraîner mon cerveau
à fonctionner en carte mentale et à avoir cette discipline. Tu parlais d'arts martiaux, pour moi, donc le mind mapping ou même la lecture rapide ou les sports de la mémoire, c'est une discipline martiale de l'esprit, comme pour les échecs. Sauf que les échecs, c'est du combat avec quelqu'un, sauf que pour le mind mapping, la lecture rapide et la mémoire, c'est avec soi-même. Et comme pour tout art martial, ce qui fait la différence, c'est la pratique répétée dans le temps. D'ailleurs, kung fu, ça veut dire la pratique répétée dans le temps jusqu'à la maîtrise. Donc pour moi, pratiquer le mind mapping, c'est avant tout ça. C'est comment je vais réussir à créer des habitudes pour pouvoir répéter dans le temps la pratique du mind mapping pour que non seulement j'arrive à faire des belles cartes, mais surtout je développe toutes les compétences cognitives ou les soft skills associées. Esprit de synthèse, capacité de concentration, créativité, et donc toutes ces compétences qui, au-delà du mind mapping, vont m'aider dans mon quotidien. Et par exemple, en me préparant au championnat du monde, bon, pendant plusieurs mois, j'ai fait des mind maps tous les jours, tout le temps, en mode compétiteur. Au-delà de la médaille d'or, pour moi, la vraie victoire, la vraie récompense, c'est toutes ces compétences que j'ai pu développer qui m'aident dans mon quotidien. Aujourd'hui, je suis capable de préparer une conférence beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus professionnelle qu'auparavant. Quand je fais des interviews de manière improvisée, je suis beaucoup plus à l'aise sur l'improvisation et beaucoup plus clair dans mon raisonnement qu'auparavant. Parce que mon cerveau s'est entraîné à créer des ramifications, à revenir là où il était auparavant. Et pour moi, c'est ça le bénéfice. Donc, pour répondre à ta question, l'intelligence artificielle, c'est bluffant, ça donne l'impression de gagner du temps sur le résultat. En revanche, ça nous appauvrit si on se repose là-dessus d'un point de vue cognitif et on perd tous les avantages que tu citais justement, le fait de faire à la main et notamment en termes de créativité, de concentration, d'esprit de synthèse qui va nous aider dans notre quotidien, quelle que soit notre activité. Ok, hyper intéressant. Donc ouais, ça peut donner un coup de main sur l'atteinte très rapide du résultat, mais en tout cas, tu perds, comme tu disais, 80% de pourquoi tu le fais, c'est-à-dire te développer toi personnellement. Et tu parlais d'un esprit de synthèse, notamment dans la réflexion, dans des échanges avec des gens. Ça, je pense que c'est des compétences, des soft skills qui sont très recherchées par des gens qui souhaitent se reconvertir, changer de Ah oui. métier, se lancer en entrepreneuriat. Donc, si je comprends bien, le fait de pratiquer aussi le mind mapping, ça permet à ton cerveau, quand tu es en interview, quand tu es en conférence, parce que moi j'ai tendance à faire ça, je pars dans des sujets, puis après je me dis mince, on a super divagué, comment on revient au sujet? Non, là en fait, tu arrives à faire des ramifications, des liens entre tous les sujets que tu évoques plus facilement. Oui, et j'ai rajouté 2 choses à ça. La première, c'est en termes de mémorisation également. Quand on Mmh. pratique le mind mapping, on travaille sa mémoire également, parce qu'on fonctionne en mots-clés. Donc on a beaucoup moins de charge mentale, on n'essaie pas de retenir des phrases, on capte des mots-clés, on fait confiance à notre cerveau sur le fait qu'on pourra réutiliser ces mots-clés. Donc c'est hyper percutant en entretien, par exemple, de discuter avec quelqu'un et dire: «Ah, tout à l'heure, vous avez mentionné ça», et de rebondir là-dessus. Ça montre que vous êtes attentif, que Ouais. vous arrivez à bien gérer l'information. Donc ça, c'est le 1er bénéfice. Mais deuxième, encore plus bluffant, c'est, de, par exemple, prendre des notes en entretien en mind map. Parce qu'après les gens vont regarder, ils sont curieux, ils disent: «C'est quoi?» «Ah bah, c'est une mind map». «Ah oui», et après vous montrez, dire: «Ah bah ouais, en fait, c'est hyper structuré, c'est hyper clair». Moi, j'ai déjà eu des missions comme ça parce que je prenais des notes en mind map, même si c'était pas joli, mais c'est parce que ça captait l'attention, ça intriguait, et surtout, et je vais faire un 3e point en faisant le Mmh. pont avec l'IA, Ouais. ça va devenir de plus en plus rare malheureusement, des personnes qui arrivent à avoir cette capacité de synthèse, cette capacité de prise de notes, cette capacité à prendre des notes à la main dans un air où tout le monde délègue tout ça à l'intelligence artificielle, et je pense que c'est un vecteur qui est différenciant aussi en entretien. Ouais, hyper intéressant parce qu'au-delà de la simple prise de notes, c'est tout ce qu'on expliquait aussi sur ce que ça développe dans ton cerveau et Mmh, donc après dans ton raisonnement, ta façon de fonctionner sur, tous les sujets de ta vie pro ou perso, en fait, tout simplement. mmh, carrément. Et j'aimerais qu'on lie, même en quelques mots ce sujet à, des personnes, tu vois, qui pourraient à de la surcharge mentale. Tu as abordé un peu le terme, là, juste avant. Moi, j'en fais partie. Il y a plein de gens aussi qui ont parfois du mal à se concentrer, qui se sentent un peu submergés par toutes les informations, par tout ce qu'ils ont à faire. La différence beaucoup entre les bruits et les signaux dont on parle dans l'entrepreneuriat. Heu, voilà, que ça s'adapte, que ce soit pour des personnes qui soient, neurodivergentes ou pas, parce que j'essaie de faire aussi un peu le lien sur tous ces sujets de neurodivergence dans mes podcasts avec, des personnes qui pourraient être TDAH par exemple, aussi. Est-ce que ça, la carte mentale, ça aide au quotidien? La nuit avant de dormir, tu as un flot d'informations, tu peux te noter ça, le lendemain en refaire quelque chose, ça c'est des
Des choses que tu utilises aussi ou que tu conseilles? Oui, bah, alors là, oui. Oui, oui, oui et en fait, Ouais. ce qui est assez marrant en championnat, c'est de voir le niveau de concentration qu'il y a dans une salle quand les gens sont en Mmh. train de mind mapper. Parce qu'il y a il y a tellement de choses qui se passent quand on fait une mind map et qu'en plus c'est fun, ça génère des états de flow. Et les états de flow, bah, ça génère de la concentration, ça génère de la créativité, ça génère de la productivité, du gain de temps. Et surtout, c'est agréable. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve génial avec le mind mapping, surtout si on le fait en lâchant prise sur la performance, en lâchant prise sur l'esthétique, en disant ouais, moi, je sais pas dessiner, etc. Mais c'est pas grave, en fait, c'est pas du dessin. Oui, c'est visuel, mais c'est pas du dessin, c'est pas de l'art, en fait. Et Mmh. plus on s'amuse, bah, plus notre cerveau va être stimulé dans ce sens. Et par exemple, moi, j'ai plusieurs pratiques. Donc moi, j'ai des carnets de mind map. Et donc là, depuis quelques mois, depuis 2 3 mois, je fais une mind map par jour. Et en fait, donc par exemple, c'est un carnet qui est terminé. Ouais. Euh, et, euh, et c'est pas joli, hein, en fait. Hein, c'est vraiment, c'est je lâche les idées comme elles viennent. Mais tous les jours, eh bien, je fais une mind map et je commence ma mind map le matin. Je fais une branche et je mets intention. Je pose mes intentions. Je dis, OK, aujourd'hui, mon intention, c'est ça et ça. Pas trop. De toute façon, ce qui est bien avec le mind map, ça n'a pas trop de place. Donc, ça nous oblige à à la concision, en fait. OK. Donc, je vais pas poser 10 intentions. J'en posais une ou deux. Mais déjà, le fait de l'écrire, ça l'ancre un peu plus. Ouais. Ensuite, et en fait, ça dépend des personnes, mais pour moi, c'est ma stratégie de journaling. Donc, j'ai une branche intention, j'ai une branche victoire, parce que j'aime bien aussi, en termes de growth mindset, d'état d'esprit de progression, noter qu'est-ce qui se passe bien dans ma journée, les petites victoires que j'ai envie de célébrer. J'ai une branche prise de notes, enfin, un crayon, c'est plus du brain dump, c'est-à-dire je lâche OK. les idées qui me viennent, de la réflexion, etc. Et j'ai une branche ampoule pour ce qui sont les nouvelles idées. Donc quand je lis quelque chose, plutôt que de le noter sur un post-it et que je perds, je mets le mot-clé, les quelques mots-clés dans ma branche. Mmh. Et je trouve que bah, cette pratique-là déjà me permet d'avoir une pratique quotidienne. Cette pratique quotidienne entraîne mon cerveau à mieux gérer l'information, à mieux la structurer, à être moins envahi par du superflu, parce que comme je fonctionne en mots-clés, je vais à l'essentiel. Et donc, si j'entraîne mon cerveau à aller à l'essentiel, enlever le superflu, eh bien, je l'entraîne aussi à être moins chargé mentalement. Donc, il y a aussi ce bénéfice indirect de la pratique du mind mapping pour mieux gérer la charge mentale. Maintenant, OK. d'autres pratiques aussi, ça peut être des pratiques. J'ai de la charge mentale, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends le truc qui me pèse le plus, le plus lourd dans ma tête. Je prends une feuille, je le pose au milieu, mon image centrale. Et là, je déroule les Ouais. manches. Et le fait de faire une mind map sur la chose qui me charge mentalement, permet de faire sortir ce que j'ai dans la tête pour la mettre sur papier. Et donc, si c'est plus dans ma tête et que c'est sur papier, bah, ça m'allège. Parce que je peux me dire, ah bah, ok, c'est bon, j'y vois plus clair. Et même si je gère pas ça tout de suite, le bénéfice, c'est que c'est plus dans ma tête, c'est sur papier, j'y reviendrai plus tard, par exemple. Et tu peux prendre littéralement de la hauteur Ouais, sur la chose et la traiter peut-être différemment ou dans un esprit d'ensemble beaucoup plus intéressant, quoi. carrément. Et Tony Buzan parlait beaucoup de métacognition. Et pour moi, le mind mapping est un outil de métacognition si on prend le temps de revoir ses cartes. Donc, parce que métacognition, c'est quoi? Méta, c'est se mettre en hauteur. Cognition, c'est comment on pense. Donc, c'est penser à comment on pense, en fait. Donc, quelque part, quand on analyse ces cartes, on prend le temps de cette réflexion. Oui, on est en train de faire métacognition et c'est en se connaissant mieux qu'on arrive à voir aussi qu'est-ce qui nous génère de la charge mentale, comment on pense, parce que tu parlais de neurodivergence. Mmh. En fait, oui, il y a des termes qui reviennent, mais je pense que fondamentalement, on est tous différents. Donc même s'il y a des personnes qui sont TDAH, chaque personne TDAH est totalement différente. Donc c'est l'important, c'est pas est-ce que je suis TDAH ou pas, Mmh. c'est comment je fonctionne. Est-ce que j'ai pris le temps de comprendre mes modes de fonctionnement? Et à partir de là, quels sont les outils, les stratégies que je vais mettre en place qui vont me permettre d'être dans mes forces et de pallier peut-être à ce qui est plus difficile pour moi? Très clair et pour rebondir sur ce que tu disais sur cette partie métacognition, donc de prendre de la hauteur, qui impose du coup de relire et de reprendre ses cartes mentales au fur et à mesure du temps. J'anticipe aussi certaines craintes de personnes qui pourraient se dire: «Bah, tiens, je vais rajouter un système d'organisation que je vais peut-être faire pendant une semaine, puis après je l'utiliserai pas» et cetera. Heu,
est-ce que toi, c'est quoi l'idée? C'est t'en fais une, donc tu disais dans la journée, tu la relis un peu le soir pour te la remémorer, tu fais du tri dessus, comment tu fais? Alors ouais, pour moi, c'est plus, je commence ma journée et je commence ma mind map et elle est là. Elle est là, là sur le côté. Quand j'ai un truc, c'est hop, je note dessus. Comme OK. un petit carnet qui est là. Donc parfois, j'ai des mind et en fait, je me mets pas la pression. Donc je vais avoir des cartes qui sont complètes, d'autres qui sont incomplètes. Parfois, je rate une journée, mais c'est OK en fait. Pour moi, c'est vraiment le fait que ce soit là et que c'est un peu comme si c'était mon Ton vide-cerveau. ouais, voilà, c'est ça, mon deuxième cerveau qui est là. OK. Et si je veux me rappeler d'un truc et j'ai: «Ah oui, attends, j'ai lu un livre là-dessus» et là, je fais, tu sais, ah oui, alors 2 mots-clés, paf, parce que j'ai les mots-clés connectés entre eux avec du contexte, mon cerveau arrive à se rappeler: «Ah oui, en Mmh. effet, il s'agissait de ça». Ouais. Ça, c'est assez dingue d'ailleurs, je l'ai déjà expérimenté quelques fois, mais c'est vrai que c'est assez bluffant parce que j'ai toujours peur moi d'oublier plein de choses. Donc quand je prends des notes, j'ai tendance à être assez détaillé en me disant: «Bah, dans une semaine, je me rappellerai pas». Donc si je suis pas très précis, je me rappellerai pas. Et alors je sais pas si je l'ai constaté exactement comme ça, mais j'ai quand même le sentiment que parfois quelques mots-clés bien choisis que tu t'es noté comme ça parce que tu as pas eu le temps de faire plus et tu as été concentré sur le moment. Tu as beaucoup plus de souvenirs qui te reviennent quand tu relis juste ces 2 mots-clés que si tu avais été très focalisé sur donner beaucoup de contexte dans tes notes. C'est assez, fascinant ce fonctionnement, mémoriel, je trouve. Il y a 2 éléments, en fait, qui expliquent ça selon moi. Le Mmh. premier, c'est en effet quand pas plus j'essaie exhaustif, plus je suis concentré sur mes notes et moins je suis concentré sur ce que la personne dit. Donc en Ouais. effet, il y a de la déperdition de n'est plus comme tu dis dans l'instant présent. Et après il y a 2e chose dont on parle moins, c'est que quand on fait ça, on entraîne, on entraîne, non, on renforce un message à notre cerveau qui est: «Attention, n'oublie pas». Donc note tout. Donc on donne pas l'opportunité à notre cerveau d'essayer de se rappeler, de faire l'effort de se rappeler, de lui faire confiance sur le fait qu'il peut mémoriser. Et c'est pour ça quand j'accompagne les personnes dans ce sujet-là, la première chose que je leur dis, je dis: «Arrêtez de prendre des notes de manière linéaire avec des phrases. Prenez que des mots-clés à partir de maintenant» et c'est ça le plus important à ce stade-là pour entraîner le cerveau à, déjà à recabler le cerveau à lui faire confiance et aussi de le réentraîner à ranger l'information et à s'en souvenir sans qu'il ait besoin d'avoir du paragraphe. Et en effet, s'il y a trop d'informations, tu informations et des fois c'est un peu Ouais. ça aussi. Ouais, complètement, complètement. Mmh. Bah, merci beaucoup pour tous ces détails sur ces cartes mentales et cet outil-là qui, je pense, peut être hyper intéressant et peut-être pas suffisamment, utilisé. Sur la prochaine partie là du podcast, j'aimerais qu'on aborde un peu plus profondément cette partie de soft skills qui est un peu Ouais. centrale dans cet épisode-là. Hem, Concrètement, donc on sent un petit peu ce que maintenant avec tes explications, ce que ça désigne, ce que c'est un soft skills. Concrètement, je me mets à la place là d'un auditeur qui hésite à se reconvertir, à lancer son projet, bon qui se dit: «OK, des soft skills, je vois, il y en a plein et cetera». Mais si je devais concrètement me focaliser sur 3 soft skills par exemple, qui sont hyper essentiels pour la suite, pour me reconvertir, pour passer ces croyances limitantes, et qui pourraient faire la différence, ce seraient lesquels pour toi? Alors, 2 approches complémentaires mais différentes. Mmh. La première, c'est d'avoir une approche globale, disant: «OK, bah, par rapport au monde dans lequel on est et si je dois focaliser que sur 3 soft skills, si je Mmh. veux augmenter mes chances de succès professionnel par rapport à ce monde-là, ce serait quoi le top 3 global, universel, on va Mmh. dire?» Et la deuxième approche, c'est par rapport à mon objectif, quels sont les soft skills qui vont le plus m'aider à l'atteindre? Donc imaginons que je veuille un poste de manager, eh Mmh. bien, quels sont les 3 soft skills de manager que je vais devoir développer parce que ce sont ces 3 soft skills-là qui vont permettre d'avoir le poste. Donc par rapport à cette deuxième approche, bah, c'est déjà clarifier quel est le poste que j'ai envie d'avoir, quels sont les 3 soft skills, prépondérantes par rapport à cela et pour les découvrir, ça peut être, de faire des recherches, de discuter avec des personnes qui sont déjà en poste ou aussi d'utiliser l'intelligence artificielle. Là, dans ce cadre-là, Mmh. ça a du sens d'utiliser Mmh. l'intelligence artificielle, par exemple. Maintenant pour la 1re le premier mode de fonctionnement, on va dire des soft skills universels par rapport au monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, je dirais que la première re soft skill la plus importante à développer, c'est la capacité à apprendre. En 1987, la durée de vie d'une compétence technique était en moyenne de 30 ans. OK. Aujourd'hui,
Selon toi, c'est combien en moyenne, la durée de vie d'une compétence? Ouais, donc là, après, tu as dit quoi? C'était en 80, c'est ça? En 87, c'était 30 ans. 87. C'était 30 ans. Et donc C'est-à-dire qu'en maintenant, 87, tu avais un diplôme, tu savais utiliser tel logiciel. En moyenne, tu pouvais faire 30 ans dans cette carrière-là. Aujourd'hui, ce serait quoi? hmm, ok, intéressant. Donc 30 ans plus tard, 40 ans plus 40 ans plus tard, tard. 40 ans plus tard, pardon, tu vois, 40 ans plus tard, waouh, énorme. 40 ans plus tard, je sais pas, je dirais comme ça que c'est entre 3 et 5 ans, 5 ans? 3 ans, 5 ans? Alors selon les dernières études, c'est 18 mois. Ah oui, 18 mois, ok, donc ouais, donc c'est un an et demi. C'est-à-dire Ok. qu'avec l'intelligence artificielle, il y a tellement de nouveaux outils, de nouveaux logiciels, de nouveaux métiers aussi qui vont émerger, qui fait que les compétences techniques sont en train de totalement changer. Donc dans ce Hmm, contexte-là, il faut savoir désapprendre l'ancien. Donc là, il y a une notion de mindset, comment j'arrive ouais, à laisser partir l'ancien, me détacher de l'ancien, accepter que cette partie-là est terminée pour faire place à la nouveauté et donc m'actualiser et à développer de nouvelles compétences. Nouvelles compétences, nouvelles connaissances également. Donc pour moi, c'est la capacité à apprendre. D'où l'importance du mind mapping, d'où l'importance de la lecture et ouais, l'importance d'entraîner son cerveau parce que on en a encore plus besoin qu'auparavant vu la situation, enfin les changements auxquels nous hmm, faisons face aujourd'hui. ouais, complètement. Donc je dirais que c'est la première compétence sur laquelle miser et que tout le monde peut développer. Alors on apprend peut-être tous différemment, mais il y a des outils, il y a des approches qui nous permettent d'apprendre efficacement et donc de pouvoir faire face à ce monde VUCA, comme on dit, qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. Ok. Deuxième compétence, selon moi, qui est indispensable à développer, c'est la gestion des émotions. Hmm, La gestion des émotions, donc les siennes, mais aussi celles des autres. Donc au-delà des changements que l'on voit au niveau professionnel, on voit très bien aujourd'hui qu'on est challengé d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue géopolitique. Bref, on a des sources de stress maintenant qui sont multiples et qui nous amènent à devoir le gérer. Et donc là, encore une fois, il y a pas mal d'approches, d'outils qui nous aident à ça. Ce qui est sûr, c'est que pour la gestion des émotions, ça va pas être l'outil que l'on va utiliser à un moment donné, où on en a besoin, qui va faire la différence. C'est quelles sont les habitudes que je vais pouvoir mettre en place qui font que je vais développer des réflexes et quand ça va ouais. arriver, je serai prêt et pas me dire, ah bah mince, ça, je suis stressé, qu'est-ce que je fais? Et c'est comme une compétence que tu développes qui tourne en arrière-plan en Ouais. permanence et qui s'active quand il y a besoin pour gérer un peu les flots d'émotions que tu peux avoir. Mm. Et c'est comme par exemple pour la pratique des arts martiaux, Hmm, on va répéter, des centaines de fois, voire des milliers de fois un mouvement. Tu dis: «Bah, pourquoi je vais faire ça?» Bah, parce que quand je suis en situation de combat et que la situation arrive, je n'y pense pas, c'est devenu un réflexe. Ça se ouais. fait automatiquement, mon corps le sait. C'est pour ça qu'on a appelé notre premier ouvrage «Le réflexe soft skills» pour que la pratique répétée dans le temps de certaines habitudes, de certaines techniques devienne un réflexe quand ça arrive, en fait. Donc ça demande de l'investissement temps au départ pour que on arrive à construire l'habitude et les réflexes quand ça arrive. Ok. Donc ça, c'est la gestion des émotions Mhm. et ensuite, il y a aussi cette notion d'intelligence relationnelle, en fait, de comment j'arrive à collaborer avec les autres. Parce que c'est aussi un constat et on voit qu'on va tendre vers ça par rapport à ces, challenges liés à l'intelligence artificielle et par rapport aussi à tous ces défis environnementaux, sociaux, sociétaux, économiques et cetera auxquels nous faisons face, il y a un dénominateur commun qui revient en termes de solutions, quels que Mhm. soient les défis, c'est collectif. C'est le fait de sortir de l'individualisme et d'être isolé en tant qu'individu pour se regrouper en groupe, en équipe, pour pouvoir faire face à ces défis-là. Et pour pouvoir travailler en équipe, pour pouvoir travailler en groupe, c'est important de développer son intelligence relationnelle. L'intelligence relationnelle qui repose sur, voilà, on va dire, c'est une méta soft skill qui est composée de plusieurs autres soft skills comme l'écoute, l'empathie, la communication, etc., comme je le citais auparavant. Pour moi, voilà, s'il y a vraiment trois soft skills qui vont être utiles à tout le monde, ça va être
la capacité à apprendre, ça va être la gestion des émotions et ça va être l'intelligence relationnelle. OK. Et c'est marrant parce qu'on entend beaucoup, et on parlait de l'IA justement sur tous ces sujets-là. On entend de plus en plus, et même des grosses figures de l'intelligence artificielle. Je pense à Sam Altman, donc le CEO de OpenAI, qui, qui, qui distribue, qui commercialise la technologie de ChatGPT, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui parlait aussi d'une ère dans laquelle les gens seront de plus en plus capables, les entrepreneurs, de créer des sociétés valant 100 millions, 1 milliard. Il disait, on est peut-être dans l'ère où on va pouvoir créer une société qui vaut 1 milliard tout seul. Et donc, c'est vrai que ça pose aussi beaucoup de questions sur le collectif. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? L'intérêt de tous ces sujets-là. Je trouve qu'on est vraiment à un moment où tu as ceux qui vont se dire, OK, je vais faire tout ça tout seul, mettre dans l'IA et puis peut-être se retrouver bloqué un moment, ou tu as ceux qui vont continuer de miser sur le collectif. Mais réponse que j'ai pas. Mais en tout cas, réflexion intéressante, je trouve. Je trouve un peu triste comme vision, ça, de se dire: «Là, je vais C'est un peu créer triste. un Ouais, ouais. truc à 100 millions tout seul, que pour moi». Ouais. Heu, Déjà, je pense qu'à part de si on arrive à créer une société une entreprise qui fonctionne, c'est pas tout seul. On aura au moins des Mmh. partenaires, au moins des clients. Ouais. Heu et ouais, je trouve, enfin, oui, c'est l'apothéose de Mmh. l'individualisme qui, je pense, Ouais. n'a pas fait trop de bien, ne fait pas trop de bien à notre société. Donc ouais, c'est pas quelque chose que je Mmh. souhaite personnellement. Ouais. Non, et puis il y a 2 choses aussi derrière, c'est que, bah, une fois que tu as fait ça, avec qui tu partages tout ça, si Bah tu l'as oui. fait tout seul? Et puis aussi, ce qui est hyper important, c'est pas tant la ligne d'arrivée, souvent, c'est plutôt le chemin. Et donc comment tu fais au quotidien pour t'amuser, pour t'éclater, pour t'élever aussi. Et si tu le fais tout seul, c'est vrai que c'est pour moi non plus, je te rejoins assez là-dessus. Je trouve que c'est pas forcément le plus réjouissant, en tout Ouais. cas. Mais OK, en tout cas, hyper intéressant. Merci pour ce partage sur ces soft skills-là. Je m'étais noté aussi un soft skills, enfin une soft skills, qui me paraissait importante, et si ça te paraît aussi important, est-ce que tu as comme ça, peut-être en quelques mots, un petit exercice qu'on peut faire comme ça au quotidien chez soi pour aider à le développer un petit peu? C'est la confiance en soi. Je trouve qu'il y a des vrais Mmh. sujets de confiance en soi, dans l'entrepreneuriat, hommes et femmes confondus, les 2. On sait qu'il y a des études aussi qui montrent que, parfois côté féminin, c'est plus compliqué, d'assumer ça, de prendre confiance en soi. Donc que ce soit pour une femme, pour un homme, et comment on fait pour développer un peu ça au quotidien, cette confiance en soi? Mmh. Bah, alors c'est vrai que, la confiance en soi, alors j'ai d'abord adressé le côté, homme-femme et cetera, parce que c'est Mmh, vrai que, alors on n'en parle pas forcément, mais comme on est dans une société malheureusement très patriarcale, ouais. bah, c'est sûr que, bah, pour les femmes, c'est beaucoup plus compliqué, donc elles ont beaucoup plus de contraintes que les hommes, surtout en milieu professionnel. Mmh. Dans notre société aujourd'hui, et qui fait que, bah, elles ont sûrement un déficit de confiance en elles par rapport, aux hommes. Mais comme pour toute soft skill, ce n'est pas, perdu. On peut quand même Mmh. mettre des choses en place parce qu'en effet, on peut les développer et c'est hyper important, la confiance en soi, parce que la confiance en soi, c'est, la soft skill qui permet de passer à l'action. Si j'ai Ouais. absolument zéro confiance en moi, toute petite action, aussi petite soit-elle, va me coûter énormément d'énergie. Donc je vais être capable de faire très peu de choses, en fait. Mmh. Alors que si j'ai confiance en moi, je me pose moins de questions, j'ai moins de doutes, donc je vais plus facilement passer à l'action et donc d'avoir des résultats. Maintenant, comment fonctionne la confiance en soi? Pour moi, la confiance en soi, c'est pas quelque chose d'absolu. Je peux Mmh mh. avoir confiance en moi pour répondre à tes questions sur les soft skills et le mind mapping, même de manière improvisée, parce que, bah, je me sens capable de le faire. Par contre, si demain, je suis interviewé sur la quantum physique et le lien qu'il y a dans l'anthropologie sur ce sujet-là en espagnol, alors là, je n'aurais pas du tout confiance en moi. Voilà. Pareil. Donc c'est pas absolu, c'est pas parce que j'ai pas confiance en Ouais. moi dans une certaine circonstance ou à un certain moment, que je suis une personne qui n'ait pas confiance en elle. Donc je pense que c'est OK. déjà très important de prendre ça, de noter ça, parce que pendant très longtemps, on nous a dit: «Ah bah, cette personne-là, elle a confiance en elle. Ah bah, lui, cet enfant-là, il a Mmh. pas confiance en lui», et quelque part, on met les gens dans des cases, alors que Ouais. c'est situationnel et ça peut se développer. Maintenant, comment fonctionne la confiance en soi? Donc c'est le sentiment d'être capable. Donc et pour moi, j'aime bien prendre
le, le référentiel de l'Organisation mondiale de la santé qui explique le stress. Parce que, en fait, Oui. quand on n'a pas confiance en soi, on a une forte dose de stress qui va aussi Ouais. nous empêcher de passer à l'action ou d'avoir des doutes, etc. Et pour l'OMS, la balance du stress, comment elle fonctionne? Donc, il y a d'un côté la perception de l'enjeu auquel je fais face, et de l'autre côté la perception des ressources auxquelles j'ai accès. Ouais. Plus la perception de l'enjeu est fort, plus je vais être stressé. Parce que je dis, oh là là, bah, si demain je dois passer, prendre la parole en direct, bah, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Petite anecdote, Ouais. je suis passé une fois sur BBC World, enfin 2 fois, et j'ai eu le malheur de poser la question: «Combien il y a d'auditeurs à ce moment-là?» Il me dit: «Ah non, à cette heure-là, pas trop de monde, on a 50 millions d'auditeurs». Donc Ouais. Si peu. là, le niveau de pression, la Ouais. perception de l'enjeu est passé de là à là, quoi. Donc stress, parce que j'avais pas le sentiment à ce moment-là d'avoir, toutes les ressources pour, être capable. Donc ça, c'est le côté, enjeu, et ensuite, c'est la perception des ressources auxquelles j'ai besoin pour y arriver. Ouais. Donc, la perception des ressources, c'est de la ressource temps, peut-être financière, la ressource compétence, et cetera, la ressource humaine, et la confiance en soi, c'est quoi? Bah, c'est quand j'arrive à à à augmenter la perception des ressources que j'ai en ma possession pour faire face à certains enjeux. Alors, je trouve que c'est plus simple d'augmenter la perception des ressources que de faire baisser la pression de l'enjeu. Souvent on dit: «Ah, Ouais. relativise. Oh, c'est pas si dramatique que ça». Je trouve ça plus compliqué. Personnellement, je préfère mettre mon attention sur: «OK, combien de temps j'ai? Comment je vais me préparer? Quels sont les soft skills que j'ai?» Et justement, pour la confiance en soi, plus on va miser sur le développement des soft skills, qui sont des compétences transversales, c'est-à-dire que je peux utiliser dans n'importe quelle circonstance. Donc même si demain je dois changer de métier, mais que j'ai développé ma capacité d'adaptabilité ou ma résilience, et que je peux transposer ça dans n'importe quelle circonstance, alors je sais que je peux compter sur ces compétences. Et ces compétences-là deviennent des ressources. Donc plus j'ai développé de soft skills, plus j'ai des ressources. Plus j'ai des ressources, plus j'arrive à équilibrer la balance du stress, et plus j'arrive à équilibrer la balance du stress, plus j'aurai confiance en moi parce que je me sentirai capable pour y faire face. Donc pour moi, c'est en ça que le développement des soft skills est une clé pour développer la confiance en soi de manière situationnelle, parce que bah, c'est toujours par rapport à une situation en particulier. Ouais, puis tu es mieux équipé pour faire face. Tu as un arsenal beaucoup plus large de Ouais, cartes que tu peux utiliser pour répondre à telle ou telle situation. ouais. Je me dis aussi comme ça à chaud, est-ce que c'est pas aussi un peu lié à 2 choses? À l'attention ou l'importance qu'on accorde au regard des autres Mmh. et psychologiquement à être mis face à son propre échec. Tu parlais de ces interventions sur BBC où il y avait des dizaines de millions d'auditeurs. Bah, quand tu le sais pas, peut-être que voilà, quand tu le sais, ça augmente beaucoup plus. Est-ce qu'il y a pas aussi ce truc de te dire: «OK, bah, si je me plante, si j'échoue dans ce que je dis ou si je raconte des choses qui sont pas vraies, bah, comment je suis perçu aussi?» Est-ce qu'il y a ces sujets-là qui sont, qu'est-ce que tu penses de ces 2 notions-là? Bon, c'est important, mais ça touche à une autre notion du soi, qui est Mmh. l'estime de soi. Donc l'estime de soi, c'est un peu différent de la confiance en soi. La confiance en soi, elle est vraiment orientée sur la capacité, donc sur l'action. Ouais. L'estime de soi, c'est plus sur comment je me perçois moi en tant que personne. Et l'estime de soi, c'est comment je suis vu, comment j'ai l'impression qu'on me voit, et comment je me parle à moi-même. Donc forcément, c'est lié, hein. Si j'ai Ouais. une baisse, et d'ailleurs une faible estime de moi, d'ailleurs il y a des études qui ont été menées en 2007 là-dessus. Une faible estime de soi va avoir un impact direct sur le faire, et donc sur la confiance en soi, parce que ça va générer de la procrastination, du perfectionnisme parce qu'on a l'impression que c'est jamais assez, du doute, et cetera. Alors qu'une haute estime de soi va au contraire générer plus d'audace, plus de courage, plus de, moins de stress également, parce qu'on se pose moins de questions, donc on a moins de doutes, et donc il y a cet enjeu-là, en fait, sur l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est oui, comment les gens vont me percevoir, et surtout comment je me parle à moi-même. Si j'ai un Mmh. discours interne qui est toujours: «Ah mais non, mais de toute façon tu y arriveras jamais. Non mais c'est nul. Ah bah tu vas encore te planter. Ouh là là, il y a des millions de personnes qui vont t'entendre, tu vas être ridicule». Ouais. Ça, c'est, mon dialogue interne, et qui est directement qui est directement nourri par mon niveau d'estime de moi.
Je vais prendre j'ai gardé cet exemple. Imaginons que je passe sur BBC World et que j'ai une haute estime de moi, une bonne estime de moi. Mhm. Donc j'ai une bonne estime de moi, donc je vais avoir un discours interne qui est du type: «Oh, 50 millions de personnes, mais c'est génial! J'ai jamais parlé à autant de monde dans ma vie, ça va être trop bien, c'est une opportunité, extraordinaire, même situation, même personne, j'arrive avec une faible estime de moi. 50 millions de personnes, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh là, mais si je me plante, il y a des millions de personnes qui vont me rire au nez, et cetera». Donc c'est en ça que l'estime de soi va conditionner le dialogue interne qui va conditionner la confiance en soi et donc comment je vais agir Mhm. dans la situation. Ouais. Est-ce que tu es positif plutôt dans l'état d'esprit ou plutôt négatif? D'ailleurs, j'ai pas creusé le sujet, donc j'en parle avec beaucoup de pincettes. Je sais pas si tu avais vu passer ça. A priori, il y a une étude qui a été menée. Je sais pas si c'est à quel niveau, il faudrait que je creuse un peu après l'épisode, mais sur des personnes des scientifiques qui auraient parlé en disant des choses positives à de l'eau et des choses négatives à l'eau. Et après, au niveau atomique, quand tu regardes, tu vois qu'il y a une fragmentation, je crois, une cassure des atomes sur la partie négative que t'as pas sur la partie positive. Alors, je sais pas si c'est vrai ou faux, j'ai vu passer l'info. Je sais pas si tu l'as vu, toi, mais je trouvais ça hyper intéressant, en tout cas, si c'est vrai. Ouais, si, j'ai lu le livre, en fait, ça s'appelle Les secrets de l'eau, Ok. c'est un auteur japonais. Je me rappelle plus son nom, j'arrive plus à retrouver le titre. Mais ouais, en fait, moi, j'aime beaucoup le principe. Et d'ailleurs, tu parlais de Nicolas Zizia, qui est mon associé et ami. Il a fait une expérience comme ça. Il a fait l'expérience du riz, où il y avait un riz, il Ok. parlait bien, et un riz, il parlait mal, entre guillemets. Et en effet, la couleur était différente. Et donc, moi, je trouve super intéressant. Alors, il y aurait a priori, parce que ça date un peu, hein, je crois que ça date de 15 ans, de 10-15 ans à peu près, cette étude-là. Il y aurait d'autres chercheurs qui auraient déconstruit cette théorie. Mais après, bon, bah, on est dans le monde scientifique, il y a un courant de pensée contre un autre. Moi, je dirais que moi, j'aime bien me dire que, bah, en fait, et si c'était vrai? Ouais. Si c'est vrai, vaut mieux que j'applique le principe. Et si c'est faux, bah, ça me fera pas de mal si j'applique le principe. Ouais, c'est ça. Qui peut le plus, peut le moins, quoi. Si ça Voilà. me coûte rien de le faire, autant que je le fasse. Et si jamais c'est vrai, en tout cas, je trouve ça intéressant dans le message et dans l'état d'esprit que ça pousse à avoir, que ce soit vrai ou pas, c'est pas tant l'important. Mais si c'est juste un effet placebo, c'est quand même déjà vachement chouette, Ouais, en fait. ouais, carrément. Ok. Et du coup, pour terminer cette partie sur les soft skills et arriver sur la dernière partie du podcast, donc sur la partie leadership personnel, euh, est-ce que tu as, toi, je sais pas, en tête un moyen ou un test que les gens peuvent faire pour déterminer tes soft skills? Admettons, moi, demain, je sais pas du tout les soft skills que j'ai, ni quels sont les dominants. Comment je peux savoir si je suis un plutôt bon créatif, bon communicant, bon gestion dans mes émotions? On peut déterminer ça facilement? Ah, ouais, sur les soft skills en particulier, j'ai pas de test à recommander. Ouais. Si ce n'est plutôt un travail d'introspection. Je dirais, c'est comme les soft skills sont des muscles que j'ai développés par la répétition, bah, je dirais, ce serait de faire un inventaire des situations, des défis que vous avez relevés Ouais. et de voir quels sont les soft skills qui ressortent le plus souvent. Donc imaginons que, je prenne, il y a eu, par exemple, pour moi, et c'est pro et perso. Donc, ça peut par exemple, la pratique des arts martiaux, la rando, écrire des livres, hem, faire de l'entrepreneuriat. Si je prends ces éléments-là, quel serait le dénominateur commun en termes de soft skills qui revient souvent? Je me rends compte, il y a quand même de la discipline, en fait. Donc ça, c'est Ouais. une soft skill que j'ai développée et que je peux expliquer que je l'ai développée parce que je peux dire: «Bah oui, j'ai développé la discipline parce que, voilà, je pratiquais, les arts martiaux, depuis, ça fait maintenant 33 ans que je pratique les arts martiaux. Ensuite, j'ai fait des randos, j'ai fait tel type de rando, tel type de rando, tel type de rando, ça m'a demandé la discipline. Ensuite, j'ai écrit tant de bouquins, ça m'a demandé la discipline». Et donc c'est beaucoup plus concret en entretien que, quelles sont vos 3 qualités, vos 3 défauts? Alors là, pour paraître très pro, je vais mettre que mon pire défaut, c'est perfectionnisme parce que j'aime trop les choses parfaites et c'est le fameux faux défaut. Ouais. Ouais, c'est plus un défaut bullshit, j'ai envie de dire. Donc au moins, avec cette technique-là, on est sur de l'authenticité et surtout, on peut expliquer concrètement en quoi j'ai développé la soft skill. Ok.
Ok, ok, hyper intéressant. Oui, donc ça peut servir à la fois aux personnes qui nous écoutent là, qui veulent se reconvertir, qui veulent se lancer en entrepreneuriat, qui sont les principaux auditeurs, mais ça sert aussi à des gens qui sont salariés, qui veulent rester salariés, qui veulent changer de métier, par exemple. Quoi qu'il arrive, en tout cas, peu importe les aspects de sa vie, c'est toujours intéressant à faire. Bah, déjà, même pour soi, parce que Ouais. en prenant conscience de ses forces, imaginons que, voilà, je reprends la discipline, c'est quelque chose c'est une force que j'ai, et que demain je fais face à une grande difficulté qui me challenge. J'aurai beaucoup plus de chances de ressortir victorieux de ce challenge si je me repose sur mes forces que sur mes faiblesses. Donc si j'ai conscience de mes forces et que je les active consciemment et intentionnellement, donc je vais augmenter mes chances de succès plutôt que si je ne le fais pas. Ouais, complètement. Complètement. Ok, bah écoute, merci pour le partage dessus, Jérôme. Sur la dernière partie du podcast, j'aimerais qu'on parle un peu de leadership personnel, qui est un de tes grosses verticales aussi. Euh, quand on quitte notamment, c'est ce que je trouve en tout cas par expérience personnelle et des discussions que j'ai dans mon entourage, ce qui peut être compliqué quand tu es salarié, que tu veux te reconvertir, etc., ou te lancer à ton compte. Il y a cette notion parfois, moi, que j'aime bien appeler de prison dorée. En fait, t'es plus bien dans le fond, mais par contre, dans la surface, t'es encore bien. C'est ce qui t'assure une sécurité financière, ce qui te permet peut-être de nourrir ta femme, tes enfants, ta famille en tout cas, de payer ton emprunt immobilier, etc. Donc c'est compliqué d'y passer. Il y a aussi l'idée de se dire qu'on va perdre un cadre, qu'on va perdre une espèce d'environnement qui était propice à ce travail-là. Euh, et donc toi qui accompagnes des entrepreneurs aussi, est-ce que tu as remarqué un piège, un piège par exemple, de ces personnes-là quand elles se lancent, et ce piège-là, donc si je reformule plus clairement, dans quel piège numéro un tombent les gens en fait qui viennent de se lancer, qui ont perdu ce cadre-là? Euh, Si c'est Hmm. assez clair, un peu, voilà, donc qu'est-ce qu'ils Ouais, font comme erreur numéro un, quoi? ouais, je vais essayer de répondre. Tu vas me dire si j'ai bien compris. Mais par exemple, un des pièges, c'est ah bah je vais pouvoir bosser de chez moi et du coup bah les gens ils sortent plus de chez eux. Ouais. Donc tu Et t'isoles voilà, complètement. et en fait, on passe d'une situation où j'avais, une vie sociale très dynamique et que tous les jours, je voyais même si c'était pas forcément des gens que j'affectionnais et cetera, mais je voyais des gens: «Ah bah, je gère mon temps comme je veux, je bosse de chez moi» et finalement, peut-être qu'au début, ça peut sembler confortable parce que, Mm. bah, voilà, c'est un changement, c'est nouveau, c'est chez soi et cetera. Mais à terme, ça appauvrit ce côté intelligence relationnelle, dont on a besoin. Donc je dirais ça peut être un des pièges dans lequel on pourrait tomber. Hem, le deuxième, par rapport aux personnes que j'ai pu accompagner, par exemple, quand j'accompagne en coaching des personnes, qui se lancent et cetera, hem, je leur dis jamais: «Ah oui», souvent c'est souvent aux États-Unis, ils sont comme ça: «Ouais, il faut brûler les navires, il faut brûler les ponts, plus de retour en arrière, on y va à Ouais. fond», mais Pas de plan B. pardon? Ouais. Pas de plan B, pas de plan de Ouais, alors pas secours. de plan B, voilà. Bah, moi je trouve ça très stressant. Je dis: «OK, j'y vais, pas de plan B» et après, ouais, et si ça marche pas quand même, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a pas que nous et notre mindset qui conditionne notre réussite. Il y a tout un environnement, un écosystème et des éléments extérieurs qu'on ne maîtrise pas et que, bah, ça peut nous challenger aussi. Donc, je dirais une des erreurs à mon avis, c'est justement d'y aller sans plan B, d'y aller, en brûlant tout, sans étape. Je pense vaut mieux faire la stratégie des petits pas en disant: «OK, bon, bah, je vais», en France, ils ont, par exemple encore le contrat à l'amiable et cetera. Donc on peut avoir une Ouais. transition, où on peut passer un temps partiel pour que, on commence en mode side business au départ, ou sinon, ne pas forcément chercher à faire les choses tout seul. Tu vois? Moi je fais tout en équipe, mais tous mes bouquins sont coécrits. Heu je suis, associé à d'autres personnes dans chacun de mes projets. Donc c'est pour ça que moi la start-up à 100 millions, tout seul, non seulement j'y crois pas trop et en plus, ça fait pas envie. Ouais. Mais, et en fait c'est ça, c'est parfois il y a ce mythe, surtout en Occident, du self-made. Il s'est fait Ouais. tout seul. Voilà, tout seul, il a réussi à créer un empire et cetera, et en fait la plupart du temps c'est faux. Il y a rarement une personne qui a tout fait tout Mm. seul.
Mmh. il y a au moins des clients, en fait, et je pense qu'il faut déconstruire, en fait, ce paradigme qui d'ailleurs, je pense, est un peu toxique parce que c'est un peu l'épitomie de l'individualisme, en fait, et pour lequel on peut facilement tomber dans ce rêve-là, surtout quand on a marre de son job, on a marre de son boss et qu'on a envie d'être son propre chef, d'avoir sa propre liberté. Bah, c'est le paradigme qui fait rêver, en Mmh. fait. Ouais, Sauf c'est clair. que, la plupart du temps, ça marche pas. Moi, je connais très peu de Mmh. personnes qui disent: «Ouais, moi, j'ai cartonné tout seul», Mmh. et deuxièmement, c'est pas forcément souhaitable parce que, moi, je connais des personnes pour qui ça marche, mais elles disent: «Mais en fait, j'en ai marre d'être tout seul, j'ai besoin d'avoir des gens et cetera». Donc, parfois, c'est aussi, de co-créer des trucs avec d'autres personnes. On partage les risques, on partage les victoires, on partage le gâteau, et je trouve que une des erreurs, c'est ça, c'est de vouloir partir dans ce paradigme-là, alors qu'on peut faire de la co-construction en équipe. Je pense que tu as aussi l'effet d'avoir une grosse «propagande» entre guillemets, qui était assez subtile et parfois un peu plus grossière aussi, beaucoup des États-Unis et des Ah bah entrepreneurs oui. américains où c'était le self-made man, le rêve américain et cetera et en fait, c'est vrai que quand tu creuses, on sait jamais exactement, l'histoire qu'on t'a vendue et qu'on t'a storytellée en fait, Non, dans mais les c'est vidéos ou les clair, podcasts, hein. c'est clair. Par exemple, tout le monde dit: «Oh, Elon Musk ci, Elon Musk ça», ouais, il a eu des emprunts, il a eu des associés, sauf qu'il a réussi à les virer, à se faire signer des NDA comme quoi ils ont pas le droit de Ouais. dire qu'ils ont été, associés à Elon Musk, mais le mec, il s'est pas fait tout seul. Mmh. Ouais, Il a surfer réussi à se ça, marketer ouais, comme ça. ouais. Ouais, c'est du marketing après, c'est des personnes très fortes en communication, Voilà. pour le coup. Non, c'est clair et du coup, je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais sur le fait de faire aussi pas petit à petit, pas après pas. Sur un des premiers épisodes, j'ai interviewé une personne, qui s'appelle une femme qui s'appelle Caroline, qui se reconnaîtra si elle nous écoute et qui parlait de cette histoire de zone orange. Alors qu'elle, elle définit comme ça, dire quand tu es dans ta zone de confort et que tu te dis: «Ben non, je vais pas me mettre dans le rouge tout de suite, Mmh. mais je vais plutôt essayer d'élargir cette zone de confort en allant un peu dans le orange». Donc un petit pas après l'autre, plutôt que d'essayer d'aller me cramer tout de suite dans la zone rouge et de risquer, le burn-out, le dégoût ou l'angoisse complète, enfin tout ce qu'on veut en fait. Non, Donc voilà, je trouvais que cette moi, je notion suis était 100 intéressante. d'accord avec ça, et pour moi, par exemple, les soft skills, c'est un peu ça aussi, c'est comment je peux trouver du confort dans l'inconfort? Comment Ouais. je peux mettre de mes forces ou des choses pour lesquelles c'est simple pour moi, là où je suis challengé? Parce que si tout est challengeant, oui, je vais pas tenir longtemps, en fait. Mmh. Ouais, c'est clair. Niveau énergie mentale après Mmh. ça va être compliqué et sur cette partie donc, parce qu'on parlait aussi beaucoup d'introspection, de mieux se connaître et cetera. Pour moi, le leadership, ça en fait aussi partie. Il y a plusieurs types de leadership. Hem, Comment est-ce qu'on fait pour réussir à identifier son propre type de leadership et pas risquer d'essayer de répliquer une méthode de quelqu'un qu'on a vu dans un podcast ou à la télé et on se dit: «Bon, il faut absolument faire ça, mais ça me correspond pas, donc c'est pas vrai, ça fonctionne pas». Comment Ouais. on sait vraiment, quel type de leader on est? Alors, j'ai fait un livre là-dessus justement, les 7 types OK, de personnalités en entreprise avec, Morgane Février, et on a identifié 7 styles de leadership. Alors c'est un prisme de lecture de l'humain, c'est pas le seul, il y en a plein d'autres. Donc ça peut être une porte d'entrée pour dire, quel en effet, il n'y a pas un seul style de leader, comme le leader charismatique qui vient et qui il prend toute la place dans la pièce. Non, en fait, il y a plein de manières de leader un groupe différentes. Donc je dirais, pour les personnes qui sont curieuses, c'est de jeter un œil sur le livre, ou sinon on a fait un test aussi de personnalité là-dessus, sur le site leleadership.com. Mais au-delà de ça, au-delà du test, je pense que c'est, vraiment cette question de il y a 2 choses. Il y a un niveau, travail interne de, comment je me sens à l'aise dans un groupe. ouais. Qu'est-ce qui fait que je me sens à l'aise dans un groupe? Est-ce que, je me sens à l'aise dans un groupe quand, je suis en retrait, j'interviens, ponctuellement, ou quand au contraire je suis boute en train et on ramène le groupe? On est tous différents en fait, et il y a pas de, leadership uniquement pour les extravertis. La plupart d'ailleurs des bons leaders sont introvertis. Pourquoi? Parce qu'un leader, c'est quoi? C'est une personne qui arrive à mener un groupe vers un objectif
tout en le faisant grandir. Donc un leader introverti, si je schématise, c'est une Mmh. personne qui va être plus à l'écoute, qui est plus attentive aux autres, qui va, se rendre disponible, qui va pas chercher à se mettre en avant et écraser le groupe, qui va peut-être même mettre en avant les autres. Et c'est ça un leader en fait aussi. C'est pas, bon ben voilà, je prends toute la place et les gens me suivent. Hem, ça peut être un style de leadership, mais c'est pas fait pour tout le monde. Donc je dirais la première question, c'est qu'est-ce qui fait que je me sens à l'aise dans un groupe et quels sont les comportements qui me correspondent pour que, un, j'arrive à faire avancer le groupe et deux, en plus, ils arrivent à grandir. Et ensuite, la deuxième méthode ou la deuxième approche qui va nourrir celle-là également, c'est quels sont les leaders qui m'inspirent le plus. Parce qu'il y a aussi une forme d'effet miroir aussi. Ah bah tiens, cette personne elle m'inspire parce que bah, il y a des choses en elle qui résonnent en moi. Et ça peut être des indications. Par exemple, moi, dans un de mes programmes pour un praticien en soft skills, on pratique l'art de la modélisation sur les soft skills. Donc, on prend une personne qui nous inspire et on va modéliser des soft skills qu'elle nous inspire, des soft skills qu'on va pouvoir nous développer parce qu'on peut développer toutes les soft skills que l'on veut, entre guillemets. Et ça, je trouve que c'est inspirant aussi pour identifier son leadership, parce que si, par exemple, les leaders qui m'inspirent le plus, ça va être, Malala, ça va être, la personne qui a créé Patagonia et cetera, bah, ça va pas être, le même, il y a de fortes chances que je n'ai pas le même leadership qu'une personne qui, au contraire, va être inspirée par Elon Musk, par Donald Trump, etc., qui est un style de leadership très différent. Donc, je pense que Ouais. nos sources d'inspiration sont aussi des informations pour se trouver soi en termes de style de leadership. Et donc ouais, il y a cette différence qui est souvent faite. J'ai oublié l'autre partie, mais c'est grosso modo la différence entre le leader et le chef en fait. Le chef Oui, qui va plutôt imposer. C'est pas le terme souvent qui est opposé, mais c'est l'idée. Et le leader, en fait, euh, le leadership, ça se prend pas, ça se gagne en fait. C'est ça. C'est les autres qui adhèrent à ton projet, alors que le pouvoir ou le pouvoir, ça se prend plutôt par la force, quoi. oui, ça s'appelle la nuance qu'il y a entre le manager et le leader. Ouais. Hein. Un manager est un poste avec une hiérarchie qui est claire. Mm, Je suis le manager de telle personne, donc il y a une hiérarchie. Et mm, par mon poste de manager, j'ai des responsabilités, etc. Et une chaîne de commandement aussi. Donc c'est pour ça que dans le livre Bon management d'emploi que j'ai coécrit avec Clément Bergon, on parle de deux casquettes du manager, enfin trois casquettes en fait. La mm, casquette de commandant, c'est-à-dire, bon, bah, en tant que manager, eh bien, je vais, oui, donner des ordres, des directives mhm, que mon équipe va suivre. Ensuite, la deuxième casquette, c'est la casquette de coach, celle qui va permettre à mon équipe de grandir et de devenir autonome. ouais. Et la troisième casquette qui chapeaute le tout, c'est la casquette de leader, Mm, qui est une casquette. Donc, idéalement, un bon manager est aussi un bon leader. Mais souvent, on est leader sans être manager. Parce que comme tu dis, le leader n'est pas une posture hiérarchique. Le leader est une attitude que l'on a dans un groupe et qui est une confiance que le groupe nous accorde ouais. par rapport à tout un tas d'attitudes que l'on peut avoir et qui fait que bah, c'est pour ça, par exemple, que en foot, par exemple, dans les sports collectifs, on va avoir un manager et un chef d'équipe qui est le leader en fait. Ouais. Et les 2 travaillent ensemble Mm, et donc c'est en ça qu'il y a une nuance aussi et c'est pour ça que c'est tout à fait possible et ça arrive souvent d'ailleurs que dans une équipe, il y a un manager, mais en fait, il y a un leader dans l'équipe aussi et idéalement, le manager, s'il est, intelligent, qui travaille sur son ego et cetera, va travailler avec ce leader et pas mm, chercher à l'écraser mm, et à faire avoir un rapport de force, en fait. mm. Bah, ça, je trouve que tu le remarques beaucoup. Il y a eu des interviews, enfin pas des interviews, mais des vidéos qui sont sorties notamment pendant la Coupe du Monde de foot, où tu vois justement dans les vestiaires, que ce soit à la mi-temps ou avant un match, tu as le capitaine de l'équipe qui est censé être le manager, entre guillemets, dans l'analogie, et puis tu as un joueur ou un ou deux
qui eux vont beaucoup prendre la parole dans le vestiaire, qui vont motiver les troupes et cetera, et que les gens vont plus suivre, qui sont peut-être plus les leaders. Et ça, c'est un choix, je crois que c'est ce que Didier Deschamps disait dans une interview en disant: «Bah, voilà, je prends aussi des gens, ce qui est très important, c'est l'ambiance vestiaire et c'est la relation qu'il y a entre les gens et donc c'est pas juste sur le papier qui sont les meilleurs techniquement, c'est plus on adopte aussi cette notion de soft skills qui est un peu peut-être le leader, qui va donner de l'énergie même s'il joue pas, qui va permettre à ceux qui jouent d'exprimer leur plein potentiel». Ça se voit beaucoup dans le sport, je trouve, c'est cette analogie-là. Carrément et c'est là qu'on voit aussi que, hem, souvent ce qui émerge d'un groupe, c'est quelque chose qu'on pourrait pas voir émerger quand on a les individus isolés de leur côté. Ouais, Et on souvent on complètement. parle des Beatles, bah, ouais, les Beatles quand ils étaient ensemble, paf, ça fait émerger des trucs énormes et quand ils étaient chacun de leur côté, bah, c'était pas pareil. Ouais, Et ça, on voit aussi beaucoup dans l'industrie de la musique aussi. ouais, c'est clair, c'est clair. Mmh. Et je voudrais terminer cette partie-là et puis arriver sur la fin du podcast, en parlant aussi d'un livre qui est du coup, je crois avoir reconnu la couverture, le livre dans lequel tu montrais ta carte, ta mind map, dont le titre a retenu mon attention, qui s'appelle «Les gentils aussi méritent Mmh. de réussir», Mmh. en disant que la bienveillance et l'empathie sont des forces et pas des faiblesses. Voilà, donc on mettra aussi le lien en description. Je trouve que c'est un message assez fort, un titre fort qui tranche beaucoup avec la culture, de la performance qui est selon moi assez toxique et qui est souvent associée dans ce milieu de l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'écrire ce livre et quels sont les retours que tu as eus justement? J'étais curieux que tu nous partages, les retours des gens si tu en as eu sur ce livre-là. Alors à l'origine, j'avais pas prévu d'écrire ce livre. C'était, mon ami Yannick Alain qui Mmh. parle de gentillesse depuis toujours et il s'est dit: «Ouais, il veut écrire un livre» et comme il savait que j'avais écrit plusieurs livres et cetera, il m'a approché en me disant: «Bah, voilà, lui, justement TDAH et cetera, il arrive pas à enfin, il a du mal à structurer ses idées, il aimerait écrire un bouquin, mais il sait pas comment et surtout il a envie de faire avec moi». Et donc en fait, bah, ça a commencé comme ça. Donc on était, Yannick, moi et aussi Delphine avec qui il travaillait à l'époque pour coécrire Mmh. ce livre. Donc c'est émergé de là. Donc au début, je me suis posé des questions parce que je dis: «Bon, livre sur la gentillesse, après il faut l'assumer quand même. Ouais. Est-ce Bah que oui. je suis la bonne personne pour l'écrire?» et cetera et bah, je me suis lancé enfin, j'ai accepté le défi et en fait, bah, pour moi, ça a déjà été une vraie aventure. L'écriture même du livre m'a renvoyé aussi à cette, vertu, d'une certaine manière. Est-ce que c'est quelque chose que que j'in que j'incarne d'une certaine manière, que j'ai intégré dans mon quotidien? Donc je trouve que c'était intéressant aussi de me challenger là-dessus et ensuite, bah, quand le livre est sorti, comment porter le message? Et pour répondre à ta deuxième question, comment ça a été pris? Bah, c'est vrai que ça a été pris d'abord, bah, beaucoup de surprises. Beaucoup de journalistes qui m'ont dit: «Mais comment c'est possible de faire preuve de gentillesse, heu au travail? On va se faire, écraser, on va se faire Ouais. manipuler» et le message, bah, en fait, souvent, c'était: «Bah, non, en fait, le problème n'est pas la gentillesse, c'est, comment on arrive à s'équiper quand on est gentil pour pouvoir faire preuve d'assertivité» et c'est une affaire de soft skills. Je peux être tout à fait gentil mais aussi avoir travaillé, mon assertivité, ma connaissance de soi, ma prise de décision, ma capacité à savoir dire non, Mmh. heu, tout en étant gentil, en fait. Mmh. Oui, et c'est pas parce que tu dis non, c'est un truc qu'on peut déconstruire aussi. Dire non ne veut pas dire être méchant Bah oui, aussi, parce qu'on peut aussi faire ce lien-là: «Ah beh, je dis non, c'est que je suis pas sympa», mmh, non, c'est pas ce exactement que et ça veut d'ailleurs dire. l'interview que j'ai réalisée là-dedans, il y a une seule interview là-dedans, c'est celle de Bob Burg qui est un auteur américain, qui est sur justement comment savoir dire non avec OK. gentillesse. Et pour lui, bah, c'était, bah, déjà de pas dire non tout de suite, parce que c'est vrai quand on dit non, ça peut donner, le sentiment de rejet à l'autre personne, alors que c'est pas ça que l'on recherche généralement. Donc on remercie que la personne ait pensé à nous, par exemple et Mmh. ensuite on va donner un refus, en disant: «Bah, non, bah, ce n'est pas possible pour moi» et on va terminer sur une porte de sortie. C'est ça qui fait la différence. C'est, «Ce n'est pas possible pour moi maintenant, mais peut-être la semaine prochaine». Ou ce n'est pas possible pour moi, par contre, peut-être cette personne peut t'aider. Ou et c'est cette porte de sortie qui fait que, bah, la personne, elle se sent pas rejetée et que, elle continue d'avancer. Et nous, on arrive à se protéger, à pas se mettre en situation de sacrifice. Parce que c'est ça le problème aussi, c'est quand on fait souvent on dit: «Ouais, trop bon, trop con» et qu'on a l'impression que la gentillesse, c'est devenir un paillasson.
Non, en fait, si on arrive à comprendre ses limites et à ne plus se mettre dans ces situations de sacrifice, ça se passe très bien, en fait. Mais encore faut-il se connaître et pouvoir poser ses limites, clairement sans négativité, mais, de les poser de manière claire et Mmh. tout en restant bien Et d'où l'importance de travailler ses soft skills. complètement. Merci beaucoup Jérôme pour tous ces partages-là. On va arriver sur la conclusion du podcast, comme ça je regarde aussi le chrono, on reste dans le timing qu'on s'était fixé. Hem, sur donc cette partie conclusion, quelques petits points encore que j'aimerais te demander. Il y a un format que je fais, que je publie après les épisodes, qui s'appelle les petits pas. Donc c'est un petit pas pour toi, un grand pas pour ton projet. Et l'idée, c'est comme ça de pouvoir avancer très concrètement sur des toutes petites choses où il y a pas beaucoup de freins. Est-ce que toi, tu aurais un conseil, une astuce, un petit truc que les gens peuvent mettre en pratique, soit dès la fin de l'écoute, soit assez rapidement, pour justement se rapprocher un peu plus de leur projet de vie pro, leur reconversion, leur entrepreneuriat, et qui leur permettrait d'avancer un peu et de casser encore quelques barrières ou quelques croyances limitantes? Ce que je dirais, c'est, bah, pourquoi pas faire une mind map de cet objectif à atteindre Mmh, et de l'afficher. De faire en sorte que c'est là, par exemple, juste au-dessus de mon écran, là. Comme ça, il y a un ancrage visuel qui me rappelle de continue d'avancer, continue d'avancer, continue d'avancer. Moi, je crois beaucoup aussi au vision board, tu vois, d'avoir des tableaux de vision, etc. mmh, Et je trouve que ça aide inconsciemment, donc on n'est pas forcément sur quelque chose de très conscient, mais inconsciemment à réactiver l'envie, à réactiver le projet. mmh. Et ouais, voilà ce que je dirais. Alors soit, OK, bien entendu une mind map parce qu'on en a parlé, sinon éventuellement un vision board. OK. C'est marrant parce que j'ai fait mon vision board, il est juste à côté de moi en plus, ça je le vois tous les Yes. jours. Je l'ai fait avec ma compagne il y a 1 mois Ouais. et j'avais jamais pris le temps de le faire et c'est vrai que ça m'a pris un peu de temps, pas énormément, mais c'était assez agréable à faire, assez marrant, assez ludique et c'est sympa de pouvoir le regarder, tous les jours ou quand tu travailles, entre 2 calls, entre 2 réunions, de revisualiser un peu ça. C'est vrai que ça te l'ancre jour Ouais. après jour, quoi. OK, bah, écoute, merci pour ça, Jérôme. Et puis le dernier point, que j'aimerais voir avec toi, c'est que j'aime beaucoup aussi avoir une boucle de feedback, constante. Donc de demander à mes invités ce qu'ils ont pensé du format, s'il y a des choses qu'ils amélioreraient, qu'ils changeraient ou qu'ils ajouteraient, pour rendre le format soit encore plus percutant, intéressant pour les gens qui nous écoutent. Ah, tu veux un feedback là tout de suite en live? Ouais, Oui, OK. bah, pas forcément après ce que tu as pensé à chaud comme ça on capture le Non, moi je trouvais ça vraiment cool, je trouve que moi je suis pas habitué à faire des formats aussi longs en podcast. D'habitude, c'est moi, c'est OK, 1 heure max, mais je trouvais intéressant de prendre le temps d'aller en profondeur, de creuser le sujet. Je trouve que, voilà, tu laissais à la fois le temps d'aller en profondeur, mais aussi de rebondir, être bien mmh, cadré, de suivre la structure. Moi, je trouvais ça top. Là, j'ai pas de piste d'amélioration, en tête pour l'instant. bon ça marche. Bah, si tu en as une un jour surtout, Merci. hésite pas, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ton temps, Jérôme. Si un auditeur veut aller plus loin avec toi sur de la formation, du coaching, le mind mapping, tous les sujets dont on a parlé, comment ça fonctionne? Où est-ce qu'il peut te retrouver? Comment il rentre en contact avec toi? Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn principalement, c'est vraiment le réseau social, sur lequel je suis le plus actif, donc on peut m'ajouter, m'envoyer un message, avec grand plaisir. Sinon, sur mon site jérôme-waro.com, j'ai aussi un magazine qui est gratuit, qui s'appelle Soft Skills Magazine et que, bah, les gens peuvent télécharger. Donc s'ils veulent se documenter sur les soft skills, avoir des interviews d'autres personnes sur les soft skills, ben, voilà, c'est OK. open et ils peuvent y aller. OK, super. Bon, on mettra de toute façon les liens, en description pour que les gens puissent, assez facilement te retrouver. Merci encore une fois, Jérôme, pour ton temps, pour ton partage. Merci à tous aussi, merci à toi qui nous écoute encore jusque-là. Et puis je vous donne rendez-vous sur la prochaine transmission.